Je m'appelle Jacques Icter, je suis agriculteur de profession et chasseur par passion. Je suis né le 1er juin 1952. Mes ascendants étaient exploitants agricoles à 20 km d'ici, à Savy. Petit village picard du nord de l'Aisne, ici depuis X générations. Et j'ai épousé Isabelle Ledieu, fille de la terre également, et nous avons 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. J'exploite environ 300 hectares sur 2 sites distants de 20 km. La ferme du Bois de Cabaret de 172 hectares et l'autre ici même à Savy. Nous sommes sur un plateau argilo-calcaire avec des affleurements de craie. Mon ambition depuis une vingtaine d'années est de retrouver l'écosystème tel qu'il existait auparavant, au début du siècle. Notamment les perdrix grises, les faisans, les cailles, les grives, les alouettes, les loriots et même les passereaux tels que verdier, bruant, chardonneret, etc. Les pigeons, les tourterelles, les lapins, les lièvres, jusqu'aux chevreuils, mais aussi les écureuils, les escargots que j'ai réimplantés également. J'ai même fait venir un apiculteur qui a d'excellents résultats avec son miel récolté sur la propriété. Alors, certains vous diront que c'est l'année 1976 qui a été un tournant dans la disparition de la faune en général. 1976, cette fameuse année sèche où on a dû employer des doses, pour la première fois, des doses importantes d'insecticides sur les céréales. Moi, je tiens pour plus responsables les remembrements qui ont débuté une dizaine d'années auparavant et qui, eux, ont considérablement modifié le paysage. Avant le remembrement, les parcelles étaient toutes petites, 3, 4, 5 hectares, avec des haies, des talus, des chemins, etc. Tout ce qui était favorable au gibier. Et ensuite, après les remembrements, on est passé à des parcelles de 30, 40 hectares, où on a arasé les talus, où on a agrandi les parcelles, de façon à supprimer toutes les lisières. Où on n'a plus laissé 1 cm² de terrain improductif. Et par voie de conséquence, les haies ont disparu. Et puis les assolements ont été simplifiés au maximum. Alors, quelle place a-t-on réservé au gibier, aux passereaux, à la flore? Évidemment, plus aucune place, quoi. La perdrix grise, c'est l'oiseau fétiche, enfin c'est l'emblème de nos plaines de Picardie. Sans céréales, sans grande plaine, il n'y a pas de perdrix et inversement, on ne peut pas avoir des grandes plaines sans qu'il y ait un beau vol de perdrix, ce serait dommage. Ça fait vivre une plaine, ça fait bouger, avec les perdrix, ça vit, quoi. Puis en plus, morphologiquement, c'est un oiseau qui est magnifique, qui a des couleurs somptueuses, qui sait se fondre avec la terre. C'est vraiment l'oiseau de la terre, quoi.
Picardie, c'est bel oiseau. Bel oiseau. La perdrix sauvage, comme l'alouette et le bruant broyé, qui sont tous les trois des oiseaux qui ont les mêmes habitudes, ils nichent au sol, etc., sont des excellents bioindicateurs de la qualité environnementale d'un territoire. En 83, au premier recensement qu'on a fait sur le territoire, on avait 11 couples aux 100 hectares. Au dernier, ce printemps-ci, monté à plus de 82 couples aux 100 hectares et avec un indice de reproduction de 8,2 jeunes par poule. Et tout ceci repose sur le principe du trépied. Trois principes sont absolument importants à respecter. C'est l'aménagement du territoire, le piégeage et la gestion des populations. L'effet de lisière est très important. Par conséquent, plus le nombre de kilomètres de lisière est important, plus on aura de facilité pour installer des couples de perdrix. D'où l'idée d'avoir découpé les parcelles très longues et très étroites. Alors pourquoi très longues? Pour simplifier le travail agricole. Donc je divise la parcelle en un multiple de la largeur du pulvérisateur, c'est-à-dire que mon pulvérisateur fait 38 mètres. Donc mes parcelles souvent sont 150 mètres, c'est-à-dire 4 passages de pulvérisateur. Donc pas de redoublement de produits, pas de perte de produits et un travail facilité au niveau agricole. Alors sur l'intégralité de la propriété, j'ai implanté des îlots buissonnants d'environ 20 mètres de long qui se trouvent donc entre chacune des parcelles. Et pour ceci, j'ai repris des essences locales. J'ai pris ces plants dans les vieilles haies existantes, pruneliers, pommiers, aubépines blanches, sureaux et autres églantiers. Je nettoie le dessous de ces buissons pour qu'il n'y ait pas d'herbe, que les oiseaux puissent se réfugier.
Autant le faisan aime bien les endroits fermés, couverts, autant la perdrix aime les parapluies pour se protéger du busard, mais veut voir clair. Alors les buissons, je les ai implantés dans les banquettes d'herbe, séparant les parcelles, justement pour que ça ne gêne pas le travail agricole. Et je les coupe à environ 1,50 m de haut pour que la rampe du pulvérisateur puisse circuler au-dessus. Entre chaque parcelle, je place ces fameuses bandes enherbées qui sont en général composées de fétuques et en dactyles pour les terres séchantes ou bien le mélange des deux. Ces bandes enherbées doivent rester au minimum 4 ou 5 ans pour produire de l'insecte, lequel est absolument indispensable à la vie des petits perdreaux pendant les 3 premières semaines de leur vie. Et en même temps, on s'est aperçu que la production de ces insectes, notamment les carabes, avait une importance capitale quant au niveau agricole, puisque ces fameux carabes se nourrissent de pucerons qui sont vecteurs de la jaunisse indicante de la betterave. Alors, étant donné que les fameux carabes qui naissent au mois de février pénètrent à l'intérieur de la parcelle d'environ 60, 70 mètres, 80 mètres, on voit tout de suite pourquoi mes parcelles mesurent 150 mètres de large. Jean-Louis Bernard échange avec moi depuis une dizaine d'années sur la synergie entre auxiliaires des cultures et protection phytosanitaire. Dans le monde de la protection des plantes, nous nous intéressons de longue date au contrôle des ravageurs et à tout ce qui peut minimiser l'impact de ce nécessaire contrôle sur le milieu naturel. Dans le cas des limaces, par exemple, on sait que des cultures comme le colza au moment du semis sont excessivement sensibles à l'action de ce ravageur. On a remarqué depuis longtemps que lorsque des bandes herbeuses jouxtent les champs de colza, les fortes populations de carabes qu'elles abritent étaient capables de protéger en partie le colza contre l'action des limaces et de ce fait d'aider à l'action de l'agriculteur qui cherche à sauver sa culture. Prenons un autre exemple. Les pucerons sur la betterave, par exemple. Les pucerons sont des ravageurs redoutés des betteraviers parce qu'ils amputent sévèrement le rendement en véhiculant de nombreuses maladies à virus qui pénalisent aussi la qualité de la culture. Eh bien, ces pucerons sont très influencés par les bordures herbeuses des champs lorsqu'elles existent. Nous avons étudié le cortège des nombreux auxiliaires capables de parasiter ces pucerons. Les cirphes, les chrysopes, les coccinellidés et les nombreux microhyménoptères. Ces auxiliaires sont très favorisés lorsque la bande herbeuse proche des cultures est enrichie en fétuques et en dactyles. Cela a été démontré à de nombreuses reprises et veut dire en fait que dans des espaces convenablement gérés, il est possible à la fois de faire cohabiter de fortes populations de cet oiseau emblématique qu'est la perdrix avec une agriculture moderne et productive. Avoir du gibier naturel avec des rendements d'avant-guerre, c'est relativement facile. Moi, je n'ai pas à rougir de mes rendements. Certaines parcelles m'ont donné en blé jusqu'à 110 quintaux et la moyenne est autour de 100 quintaux pour les blés d'hiver. Les colzas ont produit environ 45 quintaux, la févrole 60. Les betteraves, environ 70 tonnes. De tels résultats ne s'obtiennent qu'avec une protection raisonnée des cultures.
Le désherbage, bien entendu, primordial, la protection contre les maladies, mais aussi contre les fortes attaques de pucerons qui dépassent la capacité des auxiliaires des cultures. En somme, j'utilise les produits phytosanitaires lorsque c'est nécessaire, en sélectionnant dans la liste, bien entendu, des produits homologués pour chaque culture. Je préfère aussi ne pas effectuer de traitement quand c'est possible dans les 6 mètres qui entourent les parcelles de blé pour justement, quand il n'y a pas d'attaque trop importante de pucerons, donner de la nourriture aux petits perdreaux. Depuis 6 ans, j'ai totalement arrêté de labourer et j'ai même revendu la charrue. Et des motivations agronomiques, économiques et même synégétiques m'ont conduit à ce choix. En effet, les graines de betterave enfouies depuis 20 ou 30 ans dans le sol, sans cesse remis à jour par l'effet du labour, devenaient difficilement maîtrisables, notamment par leur coût manuel de destruction. L'érosion des sols labourés dans les pentes, lors des épisodes pluvieux, devenait de plus en plus préoccupante. Et enfin, la diminution du taux de matière organique et la perte d'azote par l'action naturelle du climat ont aussi contribué à l'arrêt du labour. L'érosion des sols ont quasiment disparu de l'exploitation. L'importance des sols a augmenté, facilitant les travaux de récolte, de semis. Les techniques simplifiées et l'interculture sont les meilleurs moyens de réduire les pertes de nitrates. On réduit donc par conséquent depuis quelques années les doses d'azote de 10 voire 20% suivant les cultures. Le taux de matière organique, véritable source d'énergie des cultures, avec l'aide des vers de terre, a considérablement augmenté. Les temps de travaux ont été réduits d'environ 25% et la consommation de fuel a diminué de 30%, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Et tout ceci a contribué à diminuer fortement les coûts de production. Avec Philippe Grandval, nous avons travaillé sur la conservation des sols à des fins agronomiques et synégétiques. Alors, sur l'exploitation de Jacques Icter, le premier enjeu était de réduire l'érosion, de la stopper, en rétablissant les galeries verticales de vers de terre anéciques. Alors, on a observé 150 kg de vers de terre dans les parcelles labourées avant l'apparition du non-labour. En non-labour, on est actuellement à 700 kg hectare et dans la partie non herbée, on est à 1000 kg hectare. La prairie qui est pâturée par les chevaux a 3 tonnes de vers de terre hectare. D'un point de vue faunistique, l'enjeu est double. On vient de voir les vers de terre, ils sont consommés par 65% du petit gibier tué en France, dont 7% sont exclusivement des prédateurs de vers de terre, la bécasse des bois, le vanneau huppé et la bécassine des marais. Et ensuite, nous avons 45 à 50% de prédateurs réguliers, que sont les grives et les merles. Le second enjeu faunistique des TCS, c'est de laisser les résidus de culture en surface, les insectes et les graines, qui sont ainsi consommés par les perdrix, l'alouette des champs, les grues cendrées, et ça tout au long de l'année. Alors, Dick Potts, ancien directeur du Game Conservancy Trust anglais, vient échantillonner lui-même les compagnies et effectuer des récoltes d'insectes tous les ans autour du 14 juin. Plus tard, au laboratoire, il détermine et dénombre, identifie les espèces que l'on a récoltées. Et un peu plus tard, début juillet, quand les premiers petits perdreaux sortent des nids, je récolte les crottes de ces jeunes perdreaux que je leur envoie en Angleterre afin de vérifier quels sont les insectes parmi ceux que nous avons capturés qui sont consommés par les jeunes. D'année en année, la banque de données s'enrichit, nos connaissances aussi d'ailleurs, et nous remarquons par ailleurs que nous sommes beaucoup plus riches en insectes en France que nos amis anglais.
Hormis les buissons, j'attache une grande importance à la réflexion sur l'assolement et la rotation des cultures. C'est-à-dire que je m'arrange toujours pour qu'il n'y ait pas deux cultures d'hiver ou deux cultures de printemps qui soient positionnées l'une à côté de l'autre. La culture d'hiver étant favorable pour la nidification, la culture de printemps étant favorable pour la protection contre les rapaces notamment. Et je pratique également, en dehors des bandes enherbées, des bandes de maïs, qui, eux, ont un rôle protecteur contre les rapaces, des bandes de choux qui produisent de l'eau en hiver pour la nourriture des lièvres et autres chevreuils, et aussi du mélilot, du sarrasin, etc. Nos perdrix sont bien entendu des perdrix sauvages, naturelles, mais on est obligé de les aider par de la nourriture d'appoint, à l'aide d'agrès noirs. Alors on essaie dans la mesure du possible de placer un agrès noir par couple. Et c'est là où c'est très important, car dans le paysage actuel qui est très pauvre en éléments fixes, le point de repère constitue le centre du territoire de chaque couple. Pour localiser les agrès noirs, je pense que ce sont les oiseaux eux-mêmes qui déterminent l'endroit où se trouve leur territoire. Quand par exemple, en observant des coqs qui se battent, on leur positionne un agrès noir supplémentaire, et à ce moment-là, on s'aperçoit effectivement que les coqs se rangent chacun près de leur agrès noir et constituent un territoire nouveau. C'est avec l'observation de ce phénomène qui nous a permis de constater à quel point la territorialité des oiseaux est très très forte. Alors l'agrès noir a aussi une grande importance, c'est sur la survie des poules. Plus le déplacement de la poule pour aller chercher sa nourriture au moment de la couvée est important, et plus les risques de prédation par les busards ou autres rapaces est forte. Par conséquent, la poule va forcément placer son nid tout près de l'agrès noir, quelquefois à quelques mètres, et ainsi ses déplacements pour aller chercher la nourriture sont très faibles et limitent le risque de prédation au nid. Les agrès noirs, on les remplit à partir du mois d'octobre et jusqu'à la moisson suivante, pratiquement sans interruption. Ce qui me fait consommer environ 8 à 9 tonnes de blé, je ne mets que du blé par an. D'ailleurs, ça profite également à tous les passereaux, les chevreuils, les lapins, etc. Alors, le deuxième élément indispensable à respecter, c'est la régulation des prédateurs. Il existe quand même une régulation au niveau des renards et des fouines. Pour ceci, Philippe Le Garde utilise le piège Belle-Île à lacet au tas de fumier. Il est considéré comme étant efficace et très polyvalent. Par ailleurs, si les corbeaux-freux sont essentiellement granivores, la corneille noire, comme la pie, sont des pilleurs de nids et même d'oisillons. Et pour les réguler, on emploie deux types de cages. Une grande cage qui prend essentiellement des freux et des petites cages qui prennent les corneilles noires et les pies. Et pour ce faire, la petite cage, on la promène sur le territoire de chacun des couples de corneilles ou de pies.
Alors le troisième pilier, tout aussi important que les autres, c'est la gestion des populations. Il est bien évident qu'on ne peut pas se dire on va chasser 10 jours, 5 jours. On chasse un nombre d'oiseaux qu'il est possible de prélever sur le territoire. Et pour ceci, on compte le nombre de couples sur le territoire au printemps en organisant une battue à blanc, en poussant les oiseaux vers l'extérieur de la chasse afin d'éviter de les compter 2 fois. Là, on a un premier chiffre, c'est le capital qu'on a sur le territoire. Et après la moisson, on échantillonne une vingtaine de compagnies qui nous permet de connaître le taux de reproduction moyen de chaque poule. Et cette année, le chiffre record de 8,2 jeunes par poule me permet de prélever jusqu'à 200 oiseaux sur le territoire. Tirez les oiseaux quand ils sont dans le ciel, ne les tirez pas quand ils rasent les betteraves, c'est pas beau en plus. Alors, il y a 8 postes à pourvoir. Et là, La question qui m'est souvent posée est celle du coût de ces aménagements. La réponse est très difficile car tout est intimement lié. Ce qui profite à l'activité agricole profite à l'activité cynégétique et inversement. En tout cas, pas plus cher qu'une belle action de chasse au gros gibier. Mais quel plaisir j'ai de voir évoluer toute cette faune sur mon territoire. Et ce, tant que les marchés mondiaux me permettront d'associer ce beau métier d'agriculteur à ma passion de la chasse.